Bonjour et bienvenue dans la 3e saison, déjà, de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et je suis heureuse de vous retrouver de nouveau pour traiter des sujets sociétaux importants sous le prisme du genre. Pour ce premier épisode, nous avons souhaité parler des soirées d'intégration et du bizutage qui a généralement lieu en début d'année scolaire. Il s'agit d'un sujet de prime abord léger, qui en fait est très grave et qui peut changer le cours d'une vie. Camouflé sous le titre de magagne, on humilie et bizute des nouveaux, que ce soit dans des écoles, des entreprises et toute autre institution. Il s'agit d'un sujet grave qui mérite que l'on s'y attarde vraiment, que l'on soit victime, témoin, témointe, acteur ou actrice ou pas du tout. Car lorsque des personnes qui n'y sont pas confrontées s'y intéressent, cela prend toute sa considération. Pour ce sujet, vous allez entendre 2 courts témoignages, l'un bienveillant et l'autre pas, et un témoignage long d'une maman de victime. Je suis accompagnée de Marie-France Henry, présidente de l'Association nationale contre le bizutage. Écoutons-la tout de suite se présenter. Donc, Marie-France Henry, je suis la présidente du Comité national contre le bizutage. Le Comité national contre le bizutage est une association loi 1901 qui est composée exclusivement de bénévoles. En fait, l'association a été créée en 1997 et on a participé à l'élaboration du vote de la loi avec Ségolène Royal, la loi donc qui date de 1998. Et cette loi, elle a été révisée en 2017. Voilà, c'est-à-dire qu'en 2017, on a ajouté le fait de consommer de l'alcool de façon excessive, parce qu'on a constaté que dans tous les bizutages, ou presque, il y avait de l'alcool. On a rajouté le domaine du sport, parce que il y a beaucoup de bizutage dans le domaine du sport. Et alors, qu'est-ce que le bizutage ? Alors, le bizutage, il y a une définition très précise qui est donnée donc à la fois qui avait été donnée dans la loi initiale de 1998 et qui a été reprécisée en 2017. Le bizutage, en fait, la loi contre le bizutage, elle vient compléter le code pénal. C'est-à-dire que les faits les plus graves, les faits de violence grave ou d'atteinte sexuelle, sont déjà au code pénal. Donc, cette loi, elle a complété ce qui existait déjà au code pénal. Voilà. Et donc, le bizutage, c'est le fait, on peut citer le texte de loi qui est très explicite, pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à commettre ou à subir des actes humiliants ou dégradants et à consommer de l'alcool de façon excessive dans le cadre éducatif, socio-éducatif et sportif. Donc, le bizutage, contrairement au harcèlement, oui, on peut dire contrairement, il touche les nouveaux, c'est-à-dire qu'on s'attaque à une personne parce qu'elle est nouvelle. Et c'est donc une lutte des anciens qui ont le pouvoir contre les nouveaux. Pourquoi ? Parce que l'ancien, il revendique le fait de connaître le milieu dans lequel arrive le nouveau. Donc, fort de cette ancienneté, il va imposer au nouveau qui, lui, ne connaît pas le milieu. C'est un jeune qui souvent a quitté sa famille, donc qui est en train d'acquérir son indépendance, qui arrive dans un milieu qu'il ne connaît pas. Il est déstabilisé et il ne va pas pouvoir résister à ce que l'ancien va lui imposer. Voilà. Alors que le harcèlement, ça peut être contre n'importe quelle personne. Non pas parce qu'elle est nouvelle, mais parce qu'elle a une différence. Souvent, on harcèle une personne parce qu'elle a une différence par rapport aux autres, ou parce qu'on sent qu'elle va être bien réceptive au harcèlement. Alors, parfois, bizutage et harcèlement se superposent. C'est-à-dire que ça commence par du bizutage. Alors, le bizutage, ça peut être un groupe contre un groupe, c'est-à-dire le groupe des anciens, comme on l'a dit, contre le groupe des nouveaux. Et ça peut être aussi un petit groupe contre un autre petit groupe, ou même
une personne contre une personne. Mais la logique, c'est toujours ancien contre nouveau. Et la justification, c'est juste parce qu'il est nouveau. La loi précise contre son gré ou non, parce qu'on sait que le nouveau, il n'a pas vraiment le choix. Par sa position de nouveau, il est déstabilisé. Il ne va pas avoir le choix de refuser ce que les anciens vont lui proposer. Qu'il soit d'accord ou pas, il va faire ce qu'on va lui demander de faire. Et parfois, on peut lui demander de faire des choses très graves. On dit aussi commettre ou subir parce qu'il arrive dans le bizutage que les anciens se servent de nouveaux contre d'autres nouveaux. Après, il reste à définir ce que sont des actes humiliants ou dégradants. Alors ça, c'est pas simple. On peut juste dire que c'est à chacun de nous de décider de ce qui est humiliant ou dégradant pour lui. À partir du moment où une personne ressent un acte qu'on lui a imposé comme humiliant ou dégradant, il n'y a pas de discussion possible, c'est du bizutage. Il y en a qui vont dire nous, on a trouvé ça drôle. C'est vrai que souvent, au départ, le nouveau, pour ne pas se singulariser par rapport au groupe, il va plutôt en rire. Et puis, il peut y avoir une graduation dans les actes de bizutage, c'est-à-dire qu'on peut commencer par des choses relativement soft pour en arriver à des choses très graves qui peuvent aller, malheureusement, nous, on a des exemples qui peuvent aller jusqu'au décès, jusqu'au viol. Voilà, ça peut aller jusqu'à des actes très, très graves. Face au bizutage, quelles sont vos missions associatives ? Alors, nos missions, c'est une des missions, comme j'ai dit tout à l'heure, de prévention dans les établissements, auprès des jeunes et auprès éventuellement des encadrants. Alors, ça peut se situer, on intervient dans les classes terminales, dans l'enseignement supérieur, donc dans tous les établissements qui nous sollicitent. Le deuxième volet très important, c'est le volet écoute et accueil des témoignages, parce qu'on est le seul organisme, en gros, qui reçoit les témoignages de bizutage. Tous les cas de bizutage dont nous sommes saisis sont envoyés dans les différents ministères concernés. Donc, c'est très important que les familles et les victimes aient un lieu de parole, parce que ce sont des gens qui vont mal, qui vont parfois même très mal, et qui ont vraiment besoin, à un moment donné, que quelqu'un puisse accueillir leurs paroles et les écouter et les comprendre. Parce que ce qui est assez spécifique au bizutage, c'est qu'on fait toujours croire à celui qui refuse qu'il est dans l'erreur. Dire non, c'est extrêmement difficile en matière de bizutage. Et ensuite, on agit dans un premier temps, auprès de l'établissement concerné pour voir si ils sont au courant, s'ils savent qu'il y a du bizutage, s'ils savent exactement ce qui se passe, parce que l'établissement, pour pouvoir agir, il a aussi besoin de témoignages. Or, si personne ne dit rien, c'est très compliqué. Bon, alors il y a des moyens, il y a des établissements qui savent faire pour voir exactement ce qui se passe. Bon, nous gérons avec l'établissement le problème. L'établissement, il y a des moyens d'action. Au-delà de la loi, le bizutage doit être inscrit au règlement intérieur des établissements avec les sanctions prévues, ce qui permet au chef d'établissement de convoquer des conseils de discipline et de prendre des sanctions. C'est très important. Pour nous, c'est même presque plus important que la loi parce que la sanction, elle est immédiate et du coup, elle a valeur d'exemple dans l'établissement. Alors que la justice est très lente. Quelle forme peut prendre le bizutage ? Comment est-ce qu'il commence et comment évolue-t-il ? Les bizutages peuvent être de deux ordres. Ils peuvent être physiques ou psychologiques. Et le bizutage psychologique n'est pas moins grave souvent que le bizutage physique. Donc, c'est très, très varié, très, très varié ce qu'on trouve dans les bizutages. Il y a deux constantes tout de même qu'on retrouve la plupart du temps, c'est l'alcool et c'est le sexe. Donc, l'alcool, la plupart du temps, les nouveaux, enfin souvent, je ne vais pas dire la plupart du temps, n'avaient jamais bu d'alcool et les anciens vont
disons, dans la façon la plus discrète de procéder, les inciter à boire, c'est-à-dire dire oui, bah, allez, tu vas bien boire. Et puis le nouveau, souvent, il ne va pas oser refuser. Même s'il n'a jamais bu, il va boire. Voilà. Il va boire un verre et puis on va lui en proposer un deuxième. Et puis à la fin, on a des comas éthyliques. Et puis on a même des décès parce que le jeune tombe d'un pont, le jeune se fait écraser par une voiture. Enfin, voilà. Bon. Donc ça peut se terminer très, très mal. Et ça peut aussi se terminer très, très mal pour les filles par des viols. Parce qu'une fois que la fille n'est plus en situation de voir ce qui se passe, et on a des témoignages là-dessus, des filles qui nous disent on m'a fait boire et après je ne sais plus ce qui s'est passé. Alors ce qui s'est passé, malheureusement pour elle, le plus souvent c'est un viol. Voilà. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans le cas de viol, personne n'est intervenu pour dire ça suffit. Il y a eu des témoins souvent qui ont vu, qui savent ce qui s'est passé et qui ne sont pas intervenus, ni garçons ni filles, pour dire stop. C'est comme si la fille avait été consentante d'une certaine manière, alors que la fille n'était absolument pas en situation de refuser. Alors, ça peut être beaucoup plus insidieux que ça. Par exemple, dans le sport, il y a des traditions, entre guillemets, puisque ce ne sont pas des traditions acceptables, mais qui consistent à obliger un jeune, par exemple, à remplir les brocs d'eau à la cantine toute l'année. Alors, ils vont vous dire, c'est pas grave. Voilà. Il y a l'idée aussi de dire, mais c'est pas grave, c'est juste parce qu'il n'a pas d'humour, s'il n'a pas accepté. Mais nous, on a le témoignage de la victime qui nous dit, mais pour moi, c'est devenu insupportable qu'on m'impose ça toute l'année. Voilà. Alors, il y a une deuxième, je le dis parce que c'est des choses qui ont l'air futiles, qui ont l'air banales, mais en fin de compte, qui peuvent avoir un impact important, d'abord sur la victime, et puis sur les auteurs des faits, parce que c'est leur dire, allez-y, vous gênez pas, vous pouvez imposer n'importe quoi à un nouveau, puis il sera obligé d'accepter parce qu'il est nouveau. Alors, la deuxième chose dans le sport, c'est porter le cartable des autres toute l'année. Alors, on impose à des nouveaux de porter les cartables, les sacs de sport, des anciens toute l'année. Donc, ça, ce sont les bizutages physiques, si je puis dire. Alors, après, il y a d'autres choses dans le bizutage physique, mais on ne peut pas décliner tout ce qui s'y passe. Et puis, les bizutages psychologiques, alors là, c'est le bizutage dans lequel on va faire peur au nouveau. Alors, on va lui faire peur de différentes façons. On va lui faire peur en insinuant qu'il va se passer des choses épouvantables pour lui, en lui demandant d'apporter. Ça a l'air très futile, mais on va lui dire, tu amèneras des vêtements surtout pas fragiles du tout. Bon, alors il commence à se dire, qu'est-ce qu'on va me faire faire? Ou on va hurler sur les nouveaux. C'est-à-dire, c'est les anciens, pour s'imposer au groupe des nouveaux, vont leur hurler dessus, vont les contraindre par leur hurlement à faire des choses qu'ils n'auraient pas envie de faire. Ils vont les empêcher de dormir. Donc, les nouveaux vont finir par être épuisés. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui vont faire que le nouveau va accepter absolument tout ce qu'on va lui proposer. Les pratiques sexuelles, c'est-à-dire que les pratiques sexuelles sont très présentes dans le bizutage. À l'encontre des garçons, c'est leur faire montrer leurs fesses, les obliger à se mettre nus, etc. Et les filles, c'est montrer ses seins, c'est faire des guirlandes de soutien-gorge, c'est après, il y a obliger les jeunes à simuler des actes sexuels. En ce qui concerne les filles, on a vu des cas où on a obligé des filles à marcher à quatre pattes, tenues en laisse ou en miaulant, enfin voilà, des choses comme ça. Donc les actes à connotation sexuelle sont très présents dans le bizutage et en particulier à l'encontre des filles. À présent, nous allons écouter le témoignage d'une mère qui raconte le bizutage de son fils. Attention, ce témoignage est poignant et peut faire remonter des souvenirs. Vous pourriez comprendre que vous aussi, vous avez subi un bizutage. Si c'est le cas, vous pouvez contacter le CNCB, Comité national contre le bizutage, pour en parler. Bonjour. Eh bien, mon fils, en fait, est rentré dans une école de commerce, dans une grande école, en 2013, et il avait 20 ans.
Et donc, eh bien, il y a eu, bien sûr, comme dans chaque rentrée, une soirée d'intégration et faite dans une grande association très, très connue et très puissante, que je ne nommerai pas. Donc, il a subi un bizutage qui a failli lui coûter la vie. Ça veut dire qu'avec 9 bisous, ils ont été alcoolisés de force. Euh, euh, on leur a demandé d'enlever leurs vêtements, ils étaient en caleçon. On leur a accroché une bouteille à chacun au poignet avec du gros scotch contenant 55, enfin un demi-litre de mélange d'alcool pur qu'ils devaient boire et s'ils ne buvaient pas, on leur donnait des tapes sur la figure. Donc 9 bisous dénudés et tapés par d'autres. Il s'est senti immédiatement pas bien. Il a souvenir de ça. Et à partir, donc on était aux alentours de 23 heures à peu près. Et peu de temps après, il n'a plus le souvenir de ce qui s'est passé. Il ne sait plus rien de ce qui s'est passé. Et je vous expliquerai pourquoi. Médicalement, ça peut s'expliquer. Par contre, dans les témoignages, on sait qu'il était conscient, c'est-à-dire qu'il répondait, etc. Mais probablement, il a dû avoir une sorte de coma éthylique, je ne veux pas vous dire, voilà. Il a été laissé donc sans surveillance dans une pièce avec un autre qui était aussi mal que lui, et donc 23h30, et très rapidement, les témoignages des voisins de l'immeuble d'à côté, enfin de la maison d'à côté, disent qu'ils ont entendu appeler à l'aide et au secours et crier pendant plus de 3 heures. Et comme c'était une association qui faisait des soirées à tout casser très bruyantes, ils se sont dit, ben voilà, encore une soirée qui se passe de façon anarchique. Voilà. Donc, ils sont pas tellement souciés, mais au bout d'un certain temps, ils se sont dit, bah, ils sont montés sur leur toit pour voir ce qui se passait. Ils ont vu une ombre dans le jardin, ils ont vu quelqu'un debout qui gémissait et voilà. Et donc, ils ont appelé la COPRO où se passait la soirée d'intégration en disant, ben voilà, il y a quelqu'un qui est certainement blessé. Et c'est dès qu'à 3h30 du matin, entre 23h30 et 3h30, que mon fils a été retrouvé habillé avec des vêtements qui n'étaient pas les siens, alors qu'il avait été dénudé avant. On n'a jamais retrouvé une partie des vêtements, malgré les efforts de la police et mes efforts. Retrouver une partie des vêtements de mon fils, c'était pas sa chemise, c'était pas son slip, enfin voilà, des trucs atroces. Et donc là, les jeunes de la CoPro, au lieu d'appeler la police, enfin d'appeler le SAMU qui doit appeler la police, ils ont appelé une ambulance privée. L'ambulance privée, elle a été appelée au motif que mon fils avait une entorse de la cheville, qu'il était tombé dans les escaliers. Voilà. Donc ils l'ont transporté sans ménagement. Et mon fils était conscient, mais il ne se souvient de rien. En fait, il est arrivé aux urgences à 5h30 du matin. Et là, il se souvient de tout à partir de 5h30 du matin. Donc, je vous énumère tout ce qu'il a eu. Alors, multifracture de la colonne vertébrale. La moelle épinière était touchée à 1 mm. Il a failli être paraplégique. Multiples fractures du pied et de la jambe. Et les chirurgiens ont dit que c'était de la poudre d'os et que voilà, il allait perdre de toute façon voilà. Trauma crânien, et c'est ça qui a fait que le trauma crânien, ça efface la mémoire d'avant. Donc, il ne se souviendra jamais de ce qui s'est passé. Fracture de la rate, perforation du côlon, hémorragie interne à cause de l'éclatement du côlon. De ces blessures-là, le foie, alors comme tout son corps s'est tassé parce qu'il est tombé sur les pieds puis il a basculé en arrière, il a perdu 5 à 7 cm non, 10 cm de taille parce que tout son corps s'est tassé. Tous ses organes sont remontés de 5 cm, le foie, la rate et les reins sont remontés de plusieurs centimètres. Et comme il a dû subir une arthrodèse du dos, c'est-à-dire qu'on lui a fixé tout le dos avec de la greffe de donneur et sa propre greffe, quand on allait gratter, sa greffe osseuse, qu'on allait gratter sur ses os, pour reconstruire, et donc on a tout reconstruit avec des câbles, eh bien, il n'y a plus rien qui bouge, puisque son dos ne bouge plus, puisque c'est une arthrodèse, ça ne bouge plus. Donc, le foie, la rate et les reins ne sont plus mobiles. Donc, il fait infection sur infection. Alors, voilà. Et comme le pied est complètement broyé et que malgré les greffes de donneur et sa propre greffe,
Il est complètement appareillé dans le pied. Toutes les greffes se sont nécrosées. Donc, il ne peut plus marcher avec son pied. Et comme à cause de l'arthrodèse du dos, eh ben, le bassin, il fait une scoliose, parce que le dos tient avec les câbles, mais en dessous, c'est parti de travers. Donc, le bassin est parti de travers. Donc, le genou est parti de travers, donc la rotule part. Et il ne peut pratiquement plus marcher. Enfin, sa jambe gauche est complètement foutue. Donc, je veux dire, on va quand même pas le couper, mais voilà. Donc, voilà où on en est de toutes ces blessures. Donc, il a eu déjà 3 opérations de la colonne sur pied, enfin, immédiatement, 2 opérations du pied. Il est resté allongé pendant des mois. Ensuite, il est parti en rééducation pendant un mois. Il a raté donc une année. Il avait 20 ans, il a raté déjà une année de scolarité. Et l'année suivante, il a été réopéré à nouveau. Donc, on a remis ça un an après pour qu'il soit réopéré, pour enlever une partie du matériel, etc. Et on est reparti pour de la rééducation. Voilà. Et malgré tout, il a repris ses études dans la même école. Mais là, à ce moment-là, à partir du moment où il a repris ses études dans la même école, avec une voiture, parce qu'il ne pouvait pas marcher, donc je lui ai passé ma voiture, eh bien, il a été littéralement ostracisé. C'est-à-dire que tous les étudiants qui étaient là, comme il y a eu, son affaire a fait l'objet d'une ligne sur la AFP, donc son affaire a été reprise par tous les médias, radio, télé et presse écrite et Internet. Eh bien, il a été ostracisé, calomnié, harcelé. Même le journal, un immonde journal qui fait partie de cette école, qui écrit des horreurs sur les autres, ont écrit des pages entières avec des photos dégoûtantes, des pages entières sur lui en disant connard, où que tu iras, on aura ta peau, tu n'auras jamais une minute de répit, on te poursuivra jusque. Voilà, enfin bref. Profite bien de tes indemnités, envoie une grosse carte bleue, etc. Tu n'es qu'une petite merde, de toute façon, enfin, tu mérites que ça. Voilà. Donc, et il a été, donc, résultat, quand il a vu ça, eh ben, il s'est dit, bah, je vais partir sur des écoles étrangères. Et là, il a été tranquille. Mais quand il est revenu sur les campus pour valider un autre master, et ben, il s'est rendu compte que c'était la même chose. Et alors, il était en commerce, il est parti en section finance, qui était à l'autre bout de la France, pour pouvoir échapper à cet ostracisme et à ces accusations. Et ben, c'était la même chose. C'est-à-dire que là, on lui a fait payer le fait que la presse ait soi-disant sali l'école. Et j'ai dit à mon fils, mais t'as qu'à changer de nom. Il dit non, non, même si je change de nom, c'est ma tête, ils reconnaissent mon visage. Donc, même chose, mon fils est quelqu'un qui est liant, qui est social, sociable, et voilà, il a aucun problème avec les gens, il a plein d'amis, et ben là, personne ne voulait voilà, être avec lui. Donc, il est reparti à l'étranger pour finir son master. Quels sont les profils des bisuteurs, bisuteuses et ceux des bisutés? En ce qui concerne les bisuteurs, on sait que dans un groupe, il peut y avoir, et ça on les met vraiment en garde, parce qu'ils s'imaginent que parce qu'ils sont l'élite, ils sont tous bien gentils, intelligents, etc. Et ce qu'on constate, c'est 2 choses. C'est d'une part que si on laisse le pouvoir à quelqu'un d'un peu pervers, tous les excès sont permis. Et que malheureusement, les autres ne vont pas le contrôler. On a des exemples très précis où le bizutage est allé quasiment jusqu'à des actes de torture ou des viols, comme on l'a dit tout à l'heure, et où personne, chez les anciens, puisque là on parle des bisuteurs, n'a dit stop, n'a dit on arrête. Ils ont tous laissé faire. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Donc on les met vraiment en garde là-dessus en disant mais c'est pas parce qu'on est l'élite, c'est pas parce que on est des gens dits intelligents que il n'y a pas des tordus, des pervers, des jeunes qui, si on leur laisse le pouvoir, et on l'a vu dans certains procès, je pense à 2 procès, dans lesquels on a fait carrément des actes, dans les 2 d'ailleurs, qu'on peut appeler de torture, et l'auteur des faits a dit au procès, il riait, j'ai cru qu'il était content. Bon, non, il riait parce qu'il était ivre.
C'est pas parce qu'il était content. Et puis rire, c'est aussi une façon, quand on ne sait pas se dépêtrer d'une situation. Hein. Donc, on a tendance à rire pour pas pleurer, comme on dit. Hein. Et dans un deuxième procès, une fille avait été brûlée au 3e degré et le garçon a dit « Je me suis senti investi d'un pouvoir ». Donc, on voit que quand on laisse le pouvoir à certaines personnes, ça peut dégénérer et devenir très, très grave. Alors, ils vont s'abriter, les anciens, derrière, mais nous, on l'a subi aussi, donc on le reproduit, ou c'est la tradition de l'école, et puis c'est pas bien grave. Voilà, parce que le bizuteur, il a été souvent un bizuté, et que il a essayé un petit peu d'occulter ce qui s'était passé. Parce que ce que nous disent aussi souvent les jeunes, c'est j'ai cru que j'allais oublier. Voilà. Et en fait, on leur dit non, on n'oublie jamais ce qui s'est passé. C'est juste qu'à partir du moment où on a réussi à en parler, où on a réussi à mettre des mots sur ce qui s'était passé, on peut vivre avec. Voilà. Il faut, en parler, 2, dans le meilleur des cas, obtenir réparation. Mais ça, c'est une dimension qui n'est pas facile à leur faire comprendre. Ils s'imaginent qu'ils oublieront. Voilà. Et du côté des bizutés, donc, le bizuté, donc, c'est un nouveau. Le nouveau, c'est un jeune qui arrive, qui est déstabilisé parce qu'il arrive dans un univers qu'il ne connaît pas. Alors, il ne connaît pas l'établissement dans lequel il va entrer. Souvent, au niveau des études supérieures, il va quitter sa famille. Donc, en plus, il va se retrouver dans une ville qu'il ne connaît pas, il va se retrouver tout seul dans une chambre. Donc, les conditions sont tout à fait réunies pour qu'il soit déstabilisé. C'est ce qui arrive dans tous les passages, en fait. Hein. On est toujours déstabilisé quand on passe du primaire au secondaire, du secondaire au supérieur, quand on entre dans une entreprise qu'on ne connaît pas. C'est l'idée d'entrer dans un univers qui vous est étranger, que vous ne connaissez pas. Et à partir de là, il va être très difficile aux nouveaux de refuser ce que les anciens vont leur proposer. Ils vont accepter au départ pour s'intégrer, pour faire comme tout le monde. Et quelles sont les conséquences du bizutage ? Alors, les conséquences chez les victimes, elles sont graves, plus graves qu'on les imagine. Et nous, je pense à 2 cas. Cette année, une personne de 58 ans nous appelle et dit « Voilà, j'ai subi un bizutage, je m'en suis jamais remis. Et j'ai jamais réussi à en parler. » Et puis là, je me suis dit « Ça ne peut pas continuer comme ça, donc je vous appelle. » Et ce qui est très important, c'est qu'il me semble que quelqu'un les écoute et les comprend. Voilà. Et donc, du coup, on a écouté, etc. Bon, après, on n'a plus de nouvelles, mais je pense que le simple, c'est bien, non, c'est pas le vrai mot, mais le fait d'avoir pu en parler avec quelqu'un, d'avoir pu se sentir compris, eh bien, c'est déjà très important pour la victime. Il y a aussi, je pense à un deuxième cas où une fille, on l'a obligée à simuler un acte sexuel et on a fait une vidéo. Ah oui, parce que maintenant, ils font des vidéos en plus, bon, qui mettent sur les réseaux sociaux, tant qu'à faire. Et elle nous dit, c'est des faits qui se sont déroulés il y a une dizaine d'années, et elle dit « Je n'arrive pas à m'en remettre parce que je me dis, il y a quelque part des gens qui sont en train de me regarder nue, en train de simuler cet acte sexuel. Et ça, je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. » Comment on peut faire? Alors on dit malheureusement, on ne peut plus rien faire. Mais c'est dire que le traumatisme subi peut subsister des années, que les personnes qui ont été traumatisées par le bizutage s'en remettent difficilement. Puis il y a aussi ceux qui prennent conscience des années après. On a dans notre groupe en particulier une personne qui a été bizutée, qui a été bizuteur, qui au départ, comme on le disait tout à l'heure, ont pris la chose plutôt bien, quoi. Bon, c'est pas grave, c'est rigolo, puis voilà, c'est un mauvais moment à passer, et puis c'est bien, et puis on n'en parle plus. Et puis des années après, ils se disent, mais comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pu accepter et ne pas être capable de dire non? Et ensuite, comment se fait-il que j'ai été capable de reproduire et de faire subir donc ce qu'on m'avait fait subir à moi-même? Donc, on voit la complexité du bizutage.
il y a la honte aussi, hein. Il y a la honte pour pourquoi j'ai accepté, pourquoi j'ai pas dit non, pourquoi, vous voyez ce que je veux dire? Il y a la honte qui s'installe. Et nous, on le voit même dans les cas des témoignages qu'on reçoit. Parfois, ils mettent beaucoup de temps à nous raconter ce qui s'est passé. Ils n'arrivent pas à mettre des mots. Et parfois, on passe parfois beaucoup de temps avec une victime. Nous, comme je vous ai dit, on n'est pas des psys. On est juste là pour écouter, pour avoir un témoignage le plus précis possible et pouvoir ensuite agir. Mais on voit combien c'est difficile pour la victime. Et puis, vous savez, il y a les pressions autour dans son environnement. Il y a la pression de la famille. Il y a des familles qui disent « Ah, mais oui, mais tu te rends compte, tu vas pas te plaindre, déjà, tu es rentré dans une école prestigieuse. Bon, bah d'accord, c'était un mauvais moment à passer, mais bon, voilà, c'est tout, tu vas oublier, on va pas en faire une histoire. » Bon, et pour les plaintes, par exemple, il est fréquent que dans un premier temps, quand on a la famille ou la victime au téléphone, ils nous disent on va porter plainte, et puis en fait, ils portent jamais plainte. Bon, alors évidemment, porter plainte, c'est compliqué parce que, d'ailleurs, les avocats nous le disent, hein, c'est pas anodin de porter plainte. Il va falloir redire tout ce qui s'est passé, etc., etc. Et puis, ça a un coût. Bon, et puis ça peut durer longtemps, et puis ça peut, à la fin, se terminer par un non-lieu. Bon, par un classement sans suite. Donc tout ça, ça fait que c'est pas facile de dire ce qu'on a subi. Et puis il y a les pressions dans l'école. Hein. L'école peut aussi faire pression pour dire oui, mais on veut pas que ça nuise à la réputation de notre école. Et puis il y a la pression des autres jeunes de l'école qui vont dire ouais, mais tu te rends compte, tu prends des risques si tu te plains. Ils vont pas dire on va dénoncer tous ensemble parce qu'en fait, s'ils dénonçaient tous ensemble, il y aurait plus de risques. Et ça, c'est une dimension qu'on n'arrive pas à leur faire comprendre. C'est de dire si vous dites non tous ensemble, il n'y a plus de bizutage. Et ça, ils savent pas faire. Sauf, on a une école où le chef d'établissement a dit aux nouveaux moi, je suis farouchement hostile au bizutage et si les anciens vous proposent quoi que ce soit, vous dites non et vous venez m'en parler immédiatement. Et ça a marché. Les jeunes l'ont fait. Mais c'est rare. Voilà. C'est rare que plusieurs jeunes ou tout un groupe disent non. Il est important de mettre des mots sur des ressentis, des comportements et des sentiments. Et il est important également de diffuser ce ressenti. Pour 3 raisons. La première, car cela permet de se rendre compte que l'on n'est pas seul. Et sortir de la solitude peut donner un peu de soulagement à une personne victime. Et ensuite, pour des personnes qui n'auraient pas eu le recul nécessaire pour comprendre qu'elles ont été victimes de bizutage et que ce n'est pas normal, cela peut les amener à s'identifier à ces personnes et prendre conscience de la gravité de l'événement. Enfin, car si l'on en parle, on ouvre un débat qui amènera une discussion et une prise de conscience plus importante et donc cela pourra avoir un effet dissuasif sur les prochaines promotions. Et au niveau de la loi, quelles sont les conséquences ? Alors au niveau de la loi, la loi, elle est plutôt bien faite. Hein, je veux dire, le texte de loi, il est plutôt bien fait. Les sanctions prévues, 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, c'est, voilà, on peut dire que c'est, je dirais pas suffisant parce que c'est un mot qui ne conviendrait pas, mais bon, nous, on ne demande pas de l'emprisonnement. Bon, mais au moins, enfin, ça dépend, parce que si c'est un viol, enfin voilà, si c'est des cas très très graves, mais qui sortent du cadre de cette loi, à ce moment-là, les sanctions sont différentes. Mais au moins qu'il y ait des sanctions pécuniaires. Je veux dire, même si ce sont des jeunes qui ont dérapé une fois dans leur vie, alors par exemple, si on prend Saint-Cyr, puisque c'est un procès qui a eu lieu cette année, ils se sont excusés, ils ont dit qu'ils n'auraient pas dû, qu'ils ne comprennent pas comment ils ont pu faire ça. Enfin voilà, on comprend le discours. Hein. Et puis, ils sont insérés dans la vie professionnelle, ils sont mariés, ils ont des enfants. Voilà, donc l'idée c'est à quoi on va les condamner, mais au moins on peut les condamner à des sanctions pécuniaires quand même. Hein. Ça paraît un minimum. Mais dans les faits,
En fait, la fête, après la soirée d'intégration, ils ont été alcoolisés de force et dénudés. Et ben, la majorité les 7 bisus restants, avec les 9 parrains, et puis quelques autres personnes, elles sont parties dans une boîte de nuit. Donc, moi, on ne va pas me dire, alors pour moi, c'est la non-assistance en personne en danger, c'est mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance en personne en danger. Et en plus, ils n'ont même pas appelé le SAMU. Ah, mais quand je vous en parle, je suis dans un état de colère. Là, j'ai mes mains qui tremblent. Donc, parce que ça fait 9 ans que mon fils a une vie gâchée. Il a traversé sa décennie de 20 ans de façon dramatique. Il a un corps invalide. C'est un sportif de haut niveau. Il ne peut plus faire de sport à part se déplacer à vélo, parce que c'est le seul moyen de ne pas utiliser sa jambe gauche. Ça fait 9 ans qu'il est en procédure. Ça fait 9 ans qu'il a des frais d'avocat, des frais de justice. Il a eu 9 années d'opérations et de frais médicaux et de soins médicaux. Il a quand même, il a pas pu encore finir ses études parce que il passe sa vie à être en soins et à se battre avec son procès. Donc, il se bat en permanence pour survivre moralement, physiquement, financièrement, sans aucun soutien de la justice française. Voilà. Parce que tant que ce procès n'est pas jugé, parce qu'il a été jugé, il y a eu 4 jeunes mis en examen, 4 ou 5, je ne sais pas trop. Ils sont partis en cour de cassation parce que ils ont été, la cour de cassation a malgré tout annulé enfin, leur a pas donné raison. Et donc, le procès a pu commencer. Et quand il a commencé dans la semaine, il y a eu un non-lieu. Donc, ce qui veut dire que la justice française a instruit pour un bizutage, a mis 4 personnes ou 5 en examen. Et ces jeunes-là sont partis en appel et ensuite en cour de cassation. Et le procès a commencé. Et là, immédiatement, non-lieu. Donc, depuis 2000, je ne sais pas depuis quand, en fait, les avocats sont battus pour faire rouvrir le procès. Donc, nos avocats et puis ceux du CNCB, de la partie civile, qui sont partie civile. Et malgré ça, on a réussi à faire repartir le procès. Et ben, ça fait depuis, je ne sais pas si c'était en 2017 ou 2010, ouais, 2017, et ben, ça fait 5 ans que les avocats, enfin, que la justice française demande tout le temps des compléments d'information. Donc là, dans 6 mois, on rentre dans la 10e année de procès, de procédure, avec je ne sais pas combien d'avocats qui ont travaillé, qui sont suicidés sur l'affaire. Voilà. Donc, mon fils se demande si un jour il sera entendu, s'il percevra une indemnisation à la hauteur de son considérable préjudice. Voilà. Parce que tant que le procès n'est pas jugé, les assurances ne peuvent rien prendre en charge. Voilà. Et puis, il perd de plus en plus l'espoir que la justice soit rendue, car il est baladé de renvois en non-lieu, en complément d'information. Voilà. Lui, il attend qu'une chose, c'est pouvoir tourner la page de 9 années de cauchemar et avoir une vie normale comme ses camarades qui, entre-temps, bah, ils ont fini leurs études, ils ont un emploi, ils ont un lieu de vie, ils ont une famille. Ils ne demandent pas forcément, ils se moquent de savoir s'il y a un jugement pour les mettre, les condamner à quoi que ce soit. Lui, il demande juste de pouvoir tourner la page et que son procès soit enfin rendu. Écoutons à présent le témoignage d'une jeune femme en Corse et sur des événements produits en soirée étudiante notamment. Du coup, je t'envoie un petit message en vocal pour te parler un petit peu de mon histoire et de mon témoignage. Je suis une jeune femme qui a une très forte poitrine. Je n'ai jamais voulu cacher cette dernière, tout simplement parce qu'elle fait partie de moi et que ça a été compliqué à accepter quand j'étais plus jeune, d'être un peu la seule dans ce cas-là, notamment au collège, parce que du coup, je faisais déjà du C en 6e. C'est une manière tout simplement de m'apprécier, de me valoriser, que de la montrer tant à travers les réseaux sociaux que quand je sors. C'est devenu un moyen de m'accepter et de m'aimer. J'ai donc bénéficié de pas mal de remarques et d'attitudes à ce sujet-là, déjà verbalement, aussi bien d'hommes que de femmes qui me font souvent des réflexions quand je sors, en blaguant sur le fait que je suis à moitié nue, à moitié à poil, qu'au moins on ne peut pas me louper. Du coup, en portant des vêtements, je ne sors pas non plus en soutien-gorge, hein, quand bien même si j'en avais envie. Mais c'est des hauts qui au final se remarquent parce que j'ai une forte poitrine. Mais si je faisais un A ou un B, ça ne se remarquerait même pas. J'ai également eu droit à des gens débarquant disant que j'étais une allumeuse juste à cause du fait qu'on voyait ma poitrine. Ou encore, on m'a même déjà sorti
une fameuse phrase me disant que de toute façon, pour réussir professionnellement et avoir ce que je voulais dans la vie, j'avais qu'à montrer mes seins. Venant d'inconnus, c'est toujours fatigant et ça peut même devenir blessant et humiliant, même si j'ai appris à passer au-dessus. Mais je pense que le pire est d'être confronté aux hommes qui pensent que parce que j'ai une grosse poitrine et que je ne la cache pas, c'est porte ouverte à tout. Au-delà de propositions indécentes en soirée, j'ai eu droit également à des mains, des gestes déplacés à mon égard et plus d'une fois. Sauf que non, on ne vient pas toucher la poitrine d'une femme sous prétexte que cette dernière est imposante et qu'on la voit à l'aide d'un décolleté. Et autre chose à mettre en avant, c'est que ces hommes donc, peuvent devenir agressifs quand on repousse leurs avances. Du moins, on a déjà menacé de m'envoyer dans un comptoir, de me frapper à cause de ça, parce que j'avais enlevé une main ou repoussé une main qui venait vers mon décolleté. Alors, on m'a jamais touché directement, mais on a déjà menacé de le faire parce que c'est un homme et moi, je suis une femme qui dit non. Et je pense que c'est un bon exemple de ce qui se passe dans les soirées, avec ou sans alcool, et même du fait que dans notre société, on se croit tout permis, du fait qu'on a tendance à changer les femmes en objets, à penser qu'elles ne diront rien, et que c'est pas grave. Alors que si, effectivement, ça l'est, c'est grave, et on ne doit pas forcément banaliser ces comportements, et c'est un tort que j'ai et que j'ai toujours, d'avoir tendance à rigoler et banaliser ce genre de comportement pour juste passer au-dessus et faire en sorte que la soirée se passe normalement. Parlons à présent genre et de l'analyse que nous pouvons faire de ces deux témoignages. La différence qui est bien marquée est que pour les femmes, bisuter, plaisanter et maganer va toujours tourner autour de leur corps sexualisé. La sexualisation de la poitrine, les bisutages qui impliquent de mimer des actes sexuels ou des positions humiliantes, sexualisantes, jusqu'à parfois malheureusement trop souvent de violences physiques et sexuelles, comme des attouchements et viols. Pour les hommes, à contrario, l'objectif de ces bisutages va être de les discréditer en tant qu'hommes, et ceux qui parviennent à ne pas être humiliés peuvent rentrer dans le cercle restreint hégémonique masculin. L'hégémonie masculine signifiant la suprématie du genre masculin sur le reste. Mais l'homme, comme on veut qu'il soit, à savoir viril, valide, blanc, hétéro et cisgenre. Dans ce cas où, comme on l'a entendu, un homme bisuté ne camperait pas les attributs, celui-ci serait exclu, voire si en plus il ose en parler et dénoncer ses faits, la fraternité se retournerait contre lui. Mais alors, comment faire pour en sortir, Marie-France ? Alors, pour en sortir, il faut faire beaucoup de prévention. C'est ce que nous faisons. Il faut en parler beaucoup. Si le bizutage a régressé autant, parce qu'il a quand même beaucoup régressé depuis le vote de la loi de 1998, c'est parce que les médias en ont beaucoup parlé et ont beaucoup alerté sur ce qui se passait. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc mener le plus possible d'actions de prévention dans les établissements pour qu'il y ait une prise de conscience et des jeunes et des personnels d'encadrement. Et puis, il faut aussi que la justice condamne sévèrement les auteurs des faits pour que... je ne dirais pas que ça s'arrêtera parce qu'on sait combien c'est difficile de faire cesser une tradition, entre guillemets, hein, mais que chacun comprenne que le bizutage n'est pas acceptable. Le problème du bizutage, c'est que les gens de la rue, tout le monde, ignorent que ça peut tuer et quand ça tue ou ça blesse, ça détruit des jeunes, les jeunes qui sont bisutés et ça détruit les familles. Et quand les jeunes sont morts, parce que, alors là, pour le coup, il y en a. Mon compagnon a perdu son fils dans une soirée d'intégration peu de temps après. Voilà. Ça détruit les familles. Voilà. Il faut que tout le monde sache que les bisuteurs, au prétexte de faire de la fête, sont souvent d'une très grande cruauté
Et même, ils peuvent préméditer les fêtes, parce que dans cette soirée d'intégration de mon fils, c'était tout programmé, tout prémédité. Voilà, ils leur ont demandé d'aller acheter tant de litres d'alcool. C'était prémédité qu'il fallait boire l'alcool en tant de temps, il fallait boire tant de quantité d'alcool, etc. Voilà. Et le scandale, c'est que les écoles font tout pour que ça ne se sache pas. Et ce qui est encore plus injuste, et plus insupportable, c'est que la justice ne rend pas justice. C'est-à-dire que les faits de bizutage pour l'affaire de mon fils sont avérés. Et bien, là, ça fait 9 ans qu'ils sont en train de tourner autour du pot. Voilà. Alors, tout pour dire, les victimes ne sont pas entendues, elles ne sont pas reconnues dans leur préjudice. Voilà. Et donc, les victimes deviennent coupables. C'est comme pour les affaires de viol. Voilà. Vous avez été victime d'un viol, et ben vous êtes coupable parce que vous avez porté une jupe comme ceci, cela. Ceux qui ont été bizutés, et ben ils sont coupables, ils n'avaient qu'à pas boire. Ouais, voilà. Voilà. Et donc, et les victimes sont coupables parce qu'elles jettent de toute façon l'opprobre sur l'école. Mais il faudrait que les écoles répriment durement les bizutages. Alors, c'est ce qui se passe. Il y a des chefs d'établissement qui répriment durement, mais pas suffisamment. La preuve, voilà. Et donc, comme la justice, on voit bien que dans l'affaire de mon fils, elle aboutit pas, eh bien, il n'y a pas que lui qui a essayé de tenter de porter son affaire en justice. Enfin, c'est même pas lui, c'est le procureur qui a ouvert l'instruction parce que c'était un bizutage qui était tellement grave, on ne pouvait pas passer au-delà de ça. Eh bien, donc en fait, les victimes se disent, c'est tellement compliqué de faire reconnaître un bizutage, en fait, elles ne portent pas de plainte. Voilà. Donc, dans le bizutage, on va dire qu'on est encore dans une société en 2022 complètement archaïque, on est dans le déni. C'est comme pour le viol, il y a des décennies. Voilà. Et les violences envers les femmes et les enfants. Alors, les détracteurs des anti-bizuteurs comme moi vont vous dire, mais il faut bien faire la fête. Et c'est vrai qu'il y a eu des jeunes qui sont venus voir mon fils en réanimation et qui ont dit, ah, mais il faut quand même bien faire la fête. Je dis, mais voyez, parce que c'est le problème du bizutage à l'heure actuelle, c'est l'alcoolisation massive qui fait perdre toute limite aux jeunes. Alors, je pense qu'on pourrait dire deux choses. C'est que le bizutage, c'est faire, et l'accueil, parce que nous, on est tout à fait favorable à l'accueil des nouveaux, c'est faire ensemble. Si on fait ensemble, le risque que ça devienne du bizutage est faible. Voilà. Donc ça c'est très important. C'est toujours ce qu'on leur dit. Vous pouvez faire quasiment les mêmes choses, mais faites-les tous ensemble. Alors, par exemple, c'est un exemple, c'est l'action humanitaire. Bon, on a ramassé les ordures au bord d'une rivière. Bon, c'est une bonne action. Donc, pour eux, une bonne action, c'est forcément bien. Non, c'est bien si nouveaux et anciens ont tous ensemble ramassé les ordures au bord d'une rivière. Mais si les anciens ont obligé les nouveaux à le faire, sous leur œil, évidemment, comme chacun sait, bien veillant, eh bien là, on est dans le bizutage. Voilà, donc il y a une logique qu'il faut absolument casser. Écoutons le témoignage bienveillant à la suite d'une soirée. Hello, alors voilà mon anecdote de soirée, qui est une anecdote feel good. Donc j'avais 18 ans et j'étais allée au bal des arts et métiers avec 2 amies. Et je m'ennuyais, donc je suis partie avant elle. Donc il était quand même assez tard. Il devait être 2h du matin ou 1h du matin. Et à ce moment-là, j'habitais en cité universitaire. Donc c'était hors du centre-ville, à 30 minutes à pied. Et il fallait passer par des rues qui n'étaient pas très éclairées. Mais bon, j'avais ni vélo, ni voiture, ni rien. Donc j'allais rentrer à pied. Et en fait, quand je sors des arts et métiers en face de moi, il y avait un jeune homme. Donc il décide de me raccompagner au centre-ville où il y a les taxis. Donc on marche, on arrive à la station de taxi et évidemment comme il est 2h du matin, il n'y en a pas beaucoup et il y en a un qui finit par passer. Je lui demande de m'amener à ma CTU et là il y a une bande de gars 40 ou 50 ans,
un peu beaufs qui me veulent mon taxi en fait, qui montent dans le taxi et le taxi proteste pas du tout, alors que je suis une très jeune femme toute seule la nuit, qui sait que je vais hors du centre-ville et c'est le dernier taxi en fait, mais ils préfèrent prendre ces gars-là qui sont en bande en plus. Et donc j'ai plus le choix, faut que je rentre à pied. Et là encore une fois ce garçon, je crois que je me rappelle même plus son nom, ou peut-être qu'il me l'a pas dit, décide de continuer et de me raccompagner en fait jusqu'à ma CTU et il le fait. Donc on marche et puis le jour commence à se lever en fait. Il devait être 4h du matin quand on arrive dans ma rue et en fait, il m'a laissé vraiment devant le bâtiment, quoi. Il a voulu être sûr que c'était bien mon bâtiment. J'ai même pas pu lui offrir un café. En fait, il est reparti à pied. Il m'a dit qu'il il rentrait chez lui en banlieue où il aidait des jeunes défavorisés. Donc, je pense que c'était peut-être un ange gardien, un ange gardien de soirée. Et du coup, dans mon histoire, on a quand même un ange gardien et une bande de mecs, au moins quinquas, qui volent un taxi à une jeune fille dans le besoin. Alors oui, depuis le vote de la loi en 1998, l'idée de la loi, c'était de mettre un mot sur une procédure qui existait mais dont on ne parlait pas. Voilà. Donc ça fait sortir le bizutage du non-dit, la loi. Et ça a permis une prise de conscience du fait que le bizutage était inacceptable, puisque c'est un délit, donc puni par la loi. Et cette prise de conscience, nous, on l'a vraiment constatée parce qu'on a déjà fait 2 enquêtes auprès des parents, des fédérations de parents d'élèves, et on voit que très, très majoritairement, pour ne pas dire plus de 90% des parents, nous disent qu'ils savent qu'il y a du bizutage, qu'ils savent ce que c'est, et ils trouvent que ils le condamnent. Voilà. Donc ça, c'est très important, déjà, cette prise de conscience. La chose qui reste, c'est, là, on est en train de faire une enquête à nouveau et on leur a demandé, et si votre enfant était victime de bizutage, est-ce que vous lui conseilleriez de se taire par peur des représailles ou il est obligé de quitter l'établissement? Donc, on va voir ce qu'ils vont répondre. Mais là, malheureusement, un certain nombre vont nous répondre qu'ils lui demanderaient de se taire. Ben oui, parce qu'ils ont peur que leur enfant soit victime de représailles, qu'il soit obligé de quitter l'établissement, comme on disait tout à l'heure, voire de renoncer à une carrière professionnelle. On commence l'année en traitant un sujet lourd de conséquences qui peut briser des vies et des familles. Mais une personne informée en vaut 2, alors communiquez, sensibilisez sur ce sujet et sur ses conséquences. Faites la fête, amusez-vous, rencontrez-vous, toujours dans le respect, la bienveillance et la dignité. Si vous êtes témoin, témointe de ce genre de comportements et événements, dénoncez-les et soutenez les personnes victimes. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et si vous souhaitez vous engager, vous pouvez devenir le ou la référente corse du Comité national contre le bizutage. Il n'y en a pas ici, car la magagne c'est bien, mais la santé mentale c'est mieux. Alors que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Podcast ou Sexiste. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, à Podcast ou Sexiste. À très bientôt.